Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Panos Mantiaras, directeur de la Fondation Breillat Architectes. Merci de nous rejoindre ce soir pour la troisième session de notre série d'événements, de série de conférences que nous avons depuis plusieurs années intitulée Transition Seeds, dans la volonté, dans le but de présenter au grand public, et au public averti plutôt, que vous êtes des jeunes architectes et urbanistes qui sont à peine sortis des écoles, des universités, grâce à des projets et des projets d'études, des projets de fin d'études, sur des diplômes, comme on dit, reconnus pour leur qualité et choisis parmi d'autres pour justement montrer à notre communauté qu'il y a aujourd'hui déjà des jeunes, des femmes et des hommes qui réfléchissent à la transition écologique par les projets architecturaux, urbains et imagés. C'est une approche que nous avons adoptée depuis longtemps, depuis des années, et qui nous a permis de rencontrer des jeunes magnifiques, mais non seulement des jeunes magnifiques, mais aussi des répondants et des répondantes qu'ils ont invités pour discuter leurs travaux et pour commencer à approfondir sur le pourquoi du comment de cette nouvelle histoire qui nous trouve, vers laquelle on se dirige avec grand plaisir, grande curiosité et avec un certain sens d'inquiétude, comme vous pouvez imaginer. Alors, cette troisième session, nous l'avons intitulée Continuité et rupture post-industrielle. Pourquoi? Parce que nous avons effectivement des enjeux environnementaux qui sont très liés au épuisement des ressources et dans lesquels et par lesquels l'architecture se réinvente et s'appuie grâce à des héritages industriels en imaginant des alternatives durables et résilientes. Alors, la question est comment requalifier ces vestiges du passé pour construire un avenir plus sobre et plus adapté aux défis contemporains. Alors, c'est grâce à cette question initiale que nous avons choisi deux projets qui cherchent à explorer des approches complémentaires sur la transformation de matériaux des espaces post-industriels. Et donc, il y a deux conférenciers, deux projets de diplômes qu'on va vous présenter ce soir. C'est J.M. Kwame, qui est architecte diplômé de l'École d'architecture de Versailles, avec son projet Les jours après-demain, l'automobile comme ressource possible, et Lana Ferry avec son projet de transhumance en quête d'un confort approprié et réhabilitation d'une usine désaffectée en logement collectif bioclimatique. Alors, ces deux projets seront présentés au public que vous êtes et ils seront commentés par deux répondants, Anne-Lise Lemarie, qui est architecte et associée du bureau d'études cycle de ville à Paris, spécialisée en carbone et impact environnemental, chercheuse par ailleurs sur le remploi des matériaux, et Clément Gaillard, qui est docteur en urbanisme et consultant spécialisé dans la conception bioclimatique, urbaniste par ailleurs et designer spécialisé dans le design climatique, les deux nous ont rejoints ce soir, ils sont là parmi nous. Bonsoir Clément, bonsoir Anne-Lise. La règle du jeu, c'est 20 minutes à peu près de présentation. Les deux présentations s'en suivent et puis les deux répondants prennent le relais. Et à la fin, nous laissons un peu du temps pour des questions du public. Voilà. On va commencer par une petite introduction. Donc, ce soir, on va vous accueillir dans nos deux projets de master qui oscilleront entre continuité et rupture post-industrielle. Donc, on va vous emmener à la croisée de l'architecture, de son histoire et de sa nécessaire réinvention. Parce qu'en tant qu'actrice et acteur de cette transition écologique, on est convaincu qu'il est de notre devoir de renouveler nos imaginaires collectifs pour développer ensemble des alternatives pérennes aux gros enjeux environnementaux de notre siècle. Et avant de plonger dans nos projets de master respectifs, on souhaite amorcer cette conférence avec ce graphique qui représente la consommation d'énergie et d'émissions de CO2 mondiales par secteur. Donc, en le regardant, il est indéniable en tant qu'architecte que nous travaillons dans un des secteurs les plus polluants au monde, avec le secteur du bâtiment qui est responsable à hauteur de 40% de ces émissions. Et ensuite, si on y regarde de plus près, ces chiffres se divisent en deux grandes catégories. Donc, on a la phase de construction qui engendre un peu plus d'un quart de ces émissions, puis la phase d'exploitation qui est responsable à elle seule de quasiment les trois quarts restants. Donc, face à ce constat, il est aujourd'hui crucial de réinventer nos pratiques, et non seulement par la manière dont nous concevons et construisons nos espaces, mais aussi comment on les habite.
Donc, c'est justement ce qu'on vous propose de faire ce soir, avec Julien qui va commencer par ouvrir une réflexion sur la circularité des matériaux dans le processus de construction, puis avec moi-même qui explorera comment redéfinir la phase d'exploitation au travers de ce processus bioclimatique. Donc, dans un premier temps, avec Julien, on va découvrir comment nos villes seraient capables de devenir des mines urbaines pour construire l'architecture de demain. Et ce projet va vous inviter à imaginer une alternative de construction audacieuse, qui est celle de transformer des déchets métalliques, issus notamment des carcasses automobiles, en une nouvelle matière première qui est exploitée grâce aux ressources d'énergie renouvelable et surtout anthroposourcée. Et ensuite, donc, le deuxième projet va questionner donc cette notion de confort moderne et comment la faire évoluer. Donc, on explorera ce à quoi pourrait ressembler une méthodologie de projet qui est spécifiquement ancrée dans le contexte climatique d'un lieu. Donc, en reversant le processus de conception habituel, cette approche, elle va permettre de redéfinir nos pratiques domestiques et d'adopter un mode de vie plus résilient et pérenne. Donc, j'espère que cette courte introduction vous a déjà donné l'envie d'élargir vos imaginaires avec nous. Et donc, je laisse la parole à Julien, architecte diplômé de l'ANSTA. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous présenter Les jours après-demain, l'automobile comme ressource des possibles. Ce titre évoque plusieurs choses. Déjà, de quel jour on parle? Demain, c'est quand? L'automobile comme ressource des possibles, de quelle ressource il est question et quelle possible il est question? En fait, si demain, ce serait quand? Ce serait peut-être, si on prend en référence, par exemple, la COP28, qui s'est tenue en janvier 2023 à Dubaï, où des nouveaux objectifs ont été mis en place, c'est-à-dire 2035 et la fin des ventes de véhicules thermiques sur l'ensemble du territoire, ou alors plus loin, un peu plus loin, en 2050, avec cette neutralité dans l'ensemble du secteur des transports sur l'ensemble du territoire européen. Si on se réfère au bilan de l'ADEME qui est sorti sur l'année 2023, actuellement, sur le parc automobile, du coup, je vais parler du parc automobile français, il y aurait 45 millions de véhicules en circulation, dont 96,8% seraient thermiques. Donc, nos objectifs de 2050 ou de 2035 vont questionner toute une industrie et vont amener à une sorte, je dirais même un tsunami, finalement, de véhicules à gérer d'une manière ou d'une autre. Et petite parenthèse, actuellement, annuellement, il y aurait environ 2 millions de véhicules qui sortiraient du parc automobile. Quand un véhicule sort du parc automobile, justement, il devient un véhicule hors usage. J'ai appelé ça chaos à trois têtes ou l'abondance d'une ressource. Parce que hors usage, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, tout d'abord? C'est un véhicule qui a atteint ses limites mécaniques, ou alors que le propriétaire a jugé bon de s'en débarrasser. Donc, c'est un état, finalement, hors usage, qui est peut-être synonyme de déchet. Et donc, sur le schéma de droite, sur le schéma de gauche, pour vous, ce déchet, un déchet a énormément d'impacts différents sur les différentes sphères terrestres. Que ce soit l'hydrosphère avec les particules, l'atmosphère avec l'émission, ou la biosphère avec la contamination des sols. Et peu importe dans quelle sphère et de quelle manière il impacte, il y a forcément rupture d'une manière ou d'une autre. Un véhicule hors usage, euh, actuellement, il est exposé à trois finalités. La première, c'est l'abandon sauvage par défaut de gestion. La seconde, c'est le cas de l'exportation vers l'étranger. Et ce cas-là, finalement, on déplace simplement le déchet ailleurs. Et enfin, le principal, c'est celui de la gestion par des professionnels VHU. C'est une question, du coup, est en suspens. Euh, Suite à ça, quand on regarde la finalité principale, qui est actuellement surchargée, dépassée par la quantité de véhicules et qui ne cesse de s'entasser dans les décharges, qui sont finalement saturées aussi. Pourquoi finalement les seules issues auxquelles sont exposés ces véhicules sont simplement la destruction, l'incinération ou l'abandon? N'existerait-il pas disons, une strate un peu plus sensible, un peu plus créative que peut-être nous, les architectes, on peut amener
en posant un regard différent sur le sujet. J'ai appelé cette page de la présentation la ressource en question. En fait, il est primordial de se questionner sur la nature, finalement, du déchet pour en comprendre la nature de la ressource. Parce qu'en introduction, je vous ai demandé comme question de quelle ressource on parle. En fait, on aurait bien au-delà de sa nature, chaque outil, avant d'être un déchet, est déjà, quoi qu'il en soit, une transformation de notre sphère, c'est-à-dire des géomatières, du sol, de l'eau, des énergies des éléments ou de l'air en soi, par extraction, par transformation. Et donc, on parlerait de déchets d'anthropocène. Et peu importe l'outil, il est exposé à ces finalement trois finalités, c'est-à-dire l'abandon, la destruction ou l'exportation. J'aimerais poursuivre avec une phrase qui me tient à cœur sur le sujet. En fait, c'était dans mon dossier de recherche de mon diplôme qui introduit parfaitement ce que je voudrais dire. Plutôt que de déplorer l'industrie humaine, ne pourrions-nous pas trouver des raisons de la défendre? Imaginons un monde où chaque voiture hors usage verrait ses matières métalliques s'émanciper de leur état de déchet et échapper à une destruction désastreuse et polluante. Ces mêmes matières deviendraient alors les fragments d'un geste global ayant comme conséquence la purification de l'air, des eaux et des sols. L'idée n'est pas de s'échapper du processus actuel, mais de s'ancrer dans un système de gestion des véhicules hors usage, déjà opérant, tout en y ajoutant une strate de sensibilité supplémentaire. Quand j'entends par matériaux anthroposourcés, parce que j'aime beaucoup attacher des termes comme archéologie, gisement, matière, ressources. Enfin, c'est parce que quand on amène un nouveau regard sur le déchet, ben, on se rend compte qu'en fait, les localités des gisements sont un peu partout autour de nous. Et c'est ce que j'ai voulu amener avec cette carte sur votre droite, je crois. En Île-de-France, par exemple, j'ai répertorié les centres VHU agréés en France, en Île-de-France, et on se rend compte qu'en fait, ils sont un peu partout, et tous ces points, finalement, deviendraient des centres de localité, des gisements d'un futur matériau et d'un futur réemploi, finalement. Donc, en fait, là maintenant, je vais vous présenter un peu le déroulé de ma recherche. Actuellement, je vais m'attarder surtout sur la gestion en centre VHU. Et en centre VHU, les matériaux sont brûlés, donc exposés à des fortes températures, fondus pour récupérer les matières à l'état liquide, donc que ce soit l'acier, l'aluminium, le plastique. Mais à côté de ça, il y a aussi une possibilité qui se fait, c'est-à-dire la compression. Et en fait, chaque carcasse automobile peut être exposée à cette compression par gain de place ou par facilité de destruction. Et dans mes discussions avec les différents centres VHU, les décharges publiques, etc., il y a des valeurs qui sont, je pense, de mon point de vue, extrêmement intéressantes et extrêmement porteuses de potentiel. Actuellement, pour fondre une tonne d'acier, on a besoin de 5550 kWh. Mais pour compresser la même voiture, on aurait besoin entre 10 et 50 kWh selon la machine que l'on utilise. Mais ce que la combustion entraîne le plus au-delà de son énergie, c'est ces gaz à effet de serre, ces problèmes de santé par les particules fines, la production de déchets solides, liquides, et des pollutions des eaux et des sols, cendres, scories, etc. En fait, quand on compresse, finalement, à part l'utilisation d'énergie, l'acte de compresser ne produit aucune production de matières toxiques et polluantes, de déchets solides et liquides dans son acte, évidemment. Ce schéma-là est extrêmement, et on va dire la fondation même du projet. C'est-à-dire que si l'on compare les 5550 kWh nécessaires à fondre pour fondre une voiture, on se rend compte que ça produit 4317 kWh équivalent CO2 par mètre cube, plus tout ce qui est déchets liquides, solides, etc., pour une voiture recyclée.
À contrario, pour la même quantité d'énergie, on pourrait réemployer plus de 2200 véhicules hors usage pour 1,18 kg équivalent CO2 au mètre cube. Et en fait, si tout de suite, dans ce schéma-là, on a d'une part une voiture pour 2200. Et en fait, c'est là où le projet prend tout son sens et même est presque légitime. Donc, évidemment, maintenant, il est question de théorie et de montrer de quoi il s'agit. Il y a sur le parc automobile beaucoup trop de véhicules présents. Il y a la Renault, il y a énormément de modèles, etc. Donc, je me suis situé sur un seul modèle en particulier, le plus vendu sur l'ensemble du territoire et le plus présent sur l'année 2023 sur le parc automobile français, la Renault Clio. En fait, la Renault Clio, sur 100% de son volume, elle représente simplement 40% de matière. Lorsqu'on récupère les différentes pièces à la vente, on se retrouve avec finalement simplement une carcasse et des éléments métalliques comme le schéma qui est juste au-dessus. En fait, c'est l'intérêt pour comprendre la compression et son processus, j'ai dessiné ces différents schémas, ce que j'ai appelé l'uniformisation et la mécanique de densification. Sur la gauche, on aurait une membrane qui emprisonne des vides. Et en fait, lorsqu'on applique une pression, c'est ces vides qui s'échappent pour venir se recréer et se replacer sur elles-mêmes, créer quelque chose de dense, de densifié et homogène. Au centre, vous avez la représentation vectorielle de ce processus. C'est des démonstrations. Encore une fois, il y a question de valeur, de dimension, de machine, etc. Et dans mes discussions avec les différents centres VHU, etc., lorsque l'on compresse une voiture pour la mettre en bloc, la voiture en question atteint un volume qui est égal à 25-30% de son volume initial. Donc en fait, tout de suite, on arrive dans des valeurs, dans des dimensions, dans une question de forme, de possibilité. Et donc, une fois qu'il est question de ça, finalement, c'est un jeu entre des vecteurs, des directions, des forces, des négatifs, des moules, et ça peut créer tout un langage. Par exemple, sur la gauche, le cas bloc, c'est finalement celui qui est assez présent et qu'on a tous en tête lorsqu'on pense, par exemple, aux compressions de César, par exemple, ou même si on a déjà vu une casse automobile en province, on en voit un peu partout. En fait, ça, c'est celui initial. Et donc, la voiture devient 25 à 30% de son volume initial. Mais ces 25 à 30% peuvent avoir une forme complètement différente lorsque l'on change la direction, l'intensité et la temporalité. Si on passe d'abord par une forme verticale puis horizontale, enfin par une direction verticale puis horizontale, en fait, on peut commencer à imaginer des formes tout à fait possibles et tout à fait cohérentes. Et par exemple, dans le cas des formes libres, si on imagine que le négatif a lui-même une forme, lorsqu'on applique la pression, on peut créer en fait, le champ des possibles devient complètement différent et on peut imaginer toutes sortes de choses. Et donc, ça, c'est vraiment le schéma qui résume l'état d'esprit du processus. On a en bas le schéma de physique que l'on connaît un peu tous, c'est celui du passage du gaz de l'état gazeux à l'état liquide par la température. Mais du coup, si on applique cet état d'esprit au projet et au processus, on aurait le déchet qui serait la carcasse automobile, qui deviendrait une matière par compression ou par réemploi finalement. Donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On a 2200 véhicules qui sont possibles avec seulement 5500 kWh, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc la deuxième partie de mon projet, c'est finalement la Block Auto Factory. C'est comme son nom l'indique, l'endroit où on crée finalement tous ces blocs. Elle se situe à Noisy-le-Sec, aux abords de Paris, dans le 93, sur la zone rouge. En fait, c'est un site qui a aussi une histoire, qui a été choisi par son injuste délaissement et son injuste position et ses possibilités aussi, parce que c'était un ancien centre de recyclage des métaux qui a été abandonné et fermé. On a aussi un jardin partagé qui a été abandonné, qui devient une décharge, et une friche urbaine aussi qui est complètement délaissée ou bien s'entasser des machines à laver, des frigos, enfin, bon, voilà, c'est complètement délaissé. Et donc,
là aussi, il y a aussi un réemploi et une réhabilitation d'un site. Il doit s'émanciper aussi de sa matière, enfin de son état. J'aimerais que, en fait, l'Auto Factory, elle devait avoir une double lecture. Ça devait être la matérialisation de la transformation des VHU, mais également l'expression du matériau lui-même, soit une manufacture vitrine. Elle induit une forme linéaire, comme une chaîne de montage, de démontage, très industrielle, très efficace et très processus. Et en fait, quand on regarde ce schéma, on voit qu'il y a question de transparence et dont la notion de vitrine. Comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes, c'est une idée d'une chaîne de montage. Chaque espace, chaque usage, chaque étape de la chaîne de transformation induit un usage, une surface, une disposition. Et donc, c'est aussi pour ça que chaque forme est assez, on va dire, propre à elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, pour la forme bleue, ce serait un atelier de démontage vertical, un peu comme si vous avez dans votre esprit les parkings à Chicago qui tournent comme ça. C'est un peu dans cette idée-là où ça doit être très efficace et celle qui demande le plus de temps, donc le plus d'espace. Donc, elle dure, c'est de manière optimisée, ce serait 5 heures. Donc, ça pourrait être en même temps une vingtaine de véhicules qui seraient en train de se démonter continuellement. Ensuite, on a l'espace de dépollution. Et encore une fois, je me suis inscrit dans un site qui existe déjà. Donc, les formes, elles sont singulières, mais les processus et les étapes que j'ai mis en place dans cette manufacture sont déjà opérantes. Donc, en fait, c'est simplement optimiser pour être le plus efficace possible. Ensuite, on a la dépollution, on a la durée de tri, qui est aussi de 2 heures. Et enfin, on a la compression qui ne dure que 10 minutes. Et une fois que ça, c'est fait, on peut maintenant, dans l'annexe, créer des choses de post-compression, c'est-à-dire traitement de surface, cintrage, découpage, tordre, plier, enfin, tout bien se crée. Donc là, en fait, j'ai voulu dessiner cette manufacture au plus près d'une usine qui est déjà efficace et opérante, avec les espaces nécessaires où les choses bougent, la transparence est maximale pour laisser lire finalement les étapes de transformation. Là, du coup, on voit parfaitement l'atelier vertical où les choses s'enchaînent, où les véhicules sont démontés. On voit que le véhicule sur la chaîne perd de plus en plus ses pièces parce qu'il y a aussi dans cette usine un espace de revente de pièces automobiles. En fait, c'est tout un processus qui se passe autour de cette automobile qui peut créer quelque chose, quoi. Voilà. Et en fait, la vraie question, finalement, c'est quand je dis que ça doit être aussi l'expression de la matière elle-même, c'est que là, je me suis juste attardé sur les blocs, mais il y a énormément de possibilités. Et, et en fait, rien que par les différents usages de la compression et ce jeu de direction et d'intensité, on peut créer des langages complètement différents. On a d'une part, j'ai voulu vraiment utiliser des langages familiers à l'architecture. La colonne, quelque chose de dense qui s'empile avec des attentes qui viennent récupérer des profils. On a le mur qui est pensé comme un mur en bloc finalement, où les choses viennent s'entasser et créer une sorte de dessin un peu presque minéral, quoi. En fait, à travers ces collages, axonométrie, détails, j'ai voulu vraiment montrer que ça avait une possibilité complètement différente. Par exemple, là, on aura le pilier. On a ce pilier, par exemple, dans son utilisation, on a 72 véhicules qui sont utilisés. En fait, quand on y pense, lorsque l'on parle de réemploi, il n'est plus question de réemploi de déchets, il n'est plus question d'économie. Il est question de presque plus l'usage est continu est important, plus l'efficacité de la décontamination et de la pollution est efficace. Donc en fait, on n'est plus dans les mêmes discussions. Enfin, la ressource, elle est présente, mais dangereusement présente. Donc il faut l'utiliser, sinon on se retrouve à créer une quantité de CO2, de pollution de toute nature, mais astronomique. Donc en fait, c'est un peu ça aussi le jeu dans ce réemploi de ce véhicule.
Enfin, là, c'est ça, c'est des petites maquettes détail au 20e que j'ai. Chaque bloc que vous voyez ont été compressés à la main pour déjà, d'une part, une envie de réalisme et d'efficacité et surtout comprendre ce que ça induit en termes de physique. J'étais vraiment là avec mes petits négatifs et à taper dessus pour créer vraiment ces blocs qui devaient être les plus denses possibles parce que c'était ça l'objectif. En fait, ça crée vraiment un langage entre le minéral et en fait, il y a cet héritage d'une histoire qui est quand même présent. Là, par exemple, vous avez la colonne. Ici, vous avez des fragments de la Block Auto Factory. En fait, chacune de ces maquettes a été pensée pour que on comprenne les possibilités. Par exemple, là, en toiture, je suis allé jusqu'à réutiliser des capots qui ont été reteints pour les mettre comme des grosses tuiles. Et donc, en fait, ça peut créer des. Si, en fait, la voiture peut créer vraiment toute une. Je pense qu'on peut créer une architecture complète avec juste un réemploi automobile. Et pour conclure, je dirais même que l'architecture et l'acte de bâtir doit désormais être un acte de dépollution et de décontamination. Il doit bien plus être que habiter, bien plus que exister finalement. Et en fait, cette recherche, je l'emmène encore plus loin actuellement. Et je peux même assurément dire que on pourra imaginer de réemployer même les pneus, le vitrage, les tissus intérieurs et les autres matières, mais ça demande encore plus de recherche. Mais je pense que l'automobile sera le premier matériau anthroposourcé, générique surtout, adaptable, universel, donc présent partout dans le monde et surtout infini. Si j'ai abordé, moi, la question de la rupture et des continuités à travers le matériau, à travers la transformation, le réemploi, même l'acte de bâtir, euh, je laisse ma collègue Loana Ferrari présenter et aborder surtout par l'usage et par l'acte d'habiter. Merci. Luana, à toi, on te laisse continuer. Oui. Alors, le projet que je vais vous présenter consiste en la réhabilitation de l'ancienne usine de cellulose de Sola en logement collectif bioclimatique. Donc, il se situe en Suisse. Et c'est en prenant un de ces bâtiments de cette usine que j'ai pu développer une méthodologie projectuelle qui est spécifiquement ancrée dans le contexte climatique du site. Et intitulé Transhumance, ce projet de master a constitué une sorte de quête de ce que pourrait être un confort domestique approprié à l'aune de la transition écologique. Je vais vous décrire un peu ce terme approprié après. Mais pour commencer, sans vous retracer l'histoire du confort, il est important de noter que c'est une notion qui a été entièrement construite et qui s'est en partie forgée au travers de la démocratisation d'éléments qui autrefois étaient considérés comme du luxe. Donc, le développement industriel, notamment, qui a enclenché des profonds changements dans nos modes de vie, a par ça marqué un tournant décisif dans la construction sociale et culturelle du confort. Donc, pour vous donner un exemple, alors que durant l'ère pré-moderne, nous n'avions d'autre choix que de nous rassembler pour partager la chaleur en hiver, par exemple lors de rituels de veillée ou encore dans des cafés où la chaleur était partagée, lorsque le chauffage central a été démocratisé, ces rituels se sont peu à peu perdus pour laisser place à la jouissance individuelle du confort moderne, si je peux le dire ainsi. Donc, au fil des multiples inventions, de leur démocratisation, on remarque que cette notion occidentale du confort, c'est comme un peu dissocié de notre réalité environnementale et sociale. En aspirant toujours plus aux logiques consuméristes du XXIe siècle, on a fini par créer une sorte de société de l'hyperconfort qui, nous le savons, nous mène droit dans le mur. Et c'est justement pour ça qu'on est ici ce soir. Donc j'ai une bonne nouvelle, rien n'est figé, puisque comme toute chose qui a été construite, cette notion d'hyperconfort, elle peut être déconstruite. Et donc, tout comme le choc pétrolier au début des années 70, qui a déclenché plusieurs mouvements d'exploration de pratiques alternatives, notamment en architecture, l'ampleur des enjeux écologiques auxquels nous devons faire face aujourd'hui appelle à entreprendre un changement sociétal profond. Donc, pour revenir au titre, pour vous expliquer brièvement ce choix, le terme confort approprié fait écho au mouvement des technologies appropriées,
qui est plus connu aujourd'hui sous le nom de low-tech, que j'ai d'ailleurs pu découvrir au travers du livre Une anthologie pour comprendre les low-tech, qui a été écrit par Clément Gaillard, urbaniste et designer, qui est présent avec nous ce soir après cette présentation. Et donc, pour revenir au confort, de par son ancrage dans notre quotidien, je suis convaincue que c'est un sujet qui est intrinsèquement lié à la transition écologique. J'ai par ailleurs pu commencer à décortiquer cette notion de confort dans une recherche théorique à l'EPFL qui a précédé ce projet de master, où j'ai pu explorer la dimension incommensurable du confort, donc celle qu'on ne peut quantifier avec des outils technologiques. Parce que je suis convaincue que le confort de notre environnement intérieur est bien plus que de simples chiffres à atteindre pour satisfaire un nombre suffisant de personnes. Pour moi, cette dimension incommensurable, elle est profondément humaine et rattachée à notre expérience sensible et aux interactions que l'on a avec le monde qui nous entoure, notamment dans notre habitat. Donc, dans la continuité de toutes ces réflexions, j'ai abordé ce projet de master en l'articulant autour de 3 contraintes projectuelles. Donc, dans un premier temps, c'est de repenser la phase de construction en privilégiant la réhabilitation des bâtiments existants. Ensuite, de repenser la phase d'exploitation au travers de processus bioclimatiques qui sont par essence low-tech et conviviaux. Et ensuite, je vous propose d'élargir nos imaginaires en explorant par le projet la notion de confort approprié. Donc, dans cette lignée, le postulat du projet que je vais vous présenter est le suivant. Il considère premièrement que les usines désaffectées en bord de cours d'eau sont des ressources de foncier propices au développement de stratégies bioclimatiques de par leur environnement direct. Et ensuite, les dimensions de ces bâtiments ayant été pensés pour y accueillir des machines et non pas des humains, leur confort intérieur est bien sûr inadapté aux normes de logement actuelles. Et c'est justement dans cette inadaptation que réside à mes yeux l'opportunité d'explorer au travers du projet une redéfinition de la notion de confort dans l'habitat. Donc, en me basant sur ce postulat et les 3 contraintes projectuelles, j'ai développé une méthodologie de projet qui s'éloigne de celle usuellement appliquée. Donc, premièrement, il s'agit d'analyser le potentiel climatique du site, ainsi que du bâtiment en lui-même, afin d'évaluer quelle stratégie il sera possible d'implémenter. Et ensuite, basé sur cette analyse, il s'agit de répartir les différentes fonctions du programme selon les besoins thermiques. Donc, par exemple, c'est préférable d'avoir des espaces plus chauds pour des activités immobiles, comme lire un livre sur son canapé, et plus frais pour des activités plus sportives, puisque, comme vous le savez, notre corps génère déjà une certaine chaleur. Donc, la première étape concerne l'analyse du potentiel climatique. Donc, pour ça, il est nécessaire de comprendre l'interaction des phénomènes climatiques au travers de 3 échelles qui sont communément analysées en conception bioclimatique. Donc, on commence par l'analyse du macroclimat à l'échelle de sa région climatique, qui consiste notamment à l'analyse de données des stations météorologiques régionales. Ensuite, le mésoclimat, qui prend en compte les influences locales plus étendues, notamment induites par le relief. Puis, à l'échelle du microclimat, en prenant en compte l'influence des surfaces environnantes du bâtiment. Et finalement, toujours à l'échelle du microclimat, je propose une autre étape qui s'intéresse aux différentes ambiances thermiques internes au bâtiment, qui sont également à analyser afin d'informer les décisions projectuelles. Donc, par souci de temps, je ne vais pas pouvoir vous parler de l'entièreté de cette analyse, donc je vais vous présenter les hypothèses clés qui ont ensuite servi de base au développement programmatique et à l'agencement du bâtiment. Donc, on commence avec l'échelle la plus large qui analyse le macroclimat. Donc, comme on peut le voir sur cette carte de la Suisse, le site du projet se situe juste après la jonction de l'Ar et de l'Ems, dans le canton de Soleure. Donc, il se situe sur le plateau central de la Suisse, qui se caractérise notamment par un vent de l'ouest dominant la majeure partie de l'année. Ensuite, on se rapproche pour étudier le mésoclimat. Donc, on voit alors que cette ancienne usine se situe en périphérie de la ville de Soleure, qui se situe à gauche sur ce plan, avec au nord-est le massif du Jura qui borde ce site et au sud le fleuve de l'Ar. Ensuite, comme on le voit dans la coupe en dessous,
Ces différences de topographie, elles engendrent des mouvements d'air qui génèrent par moments des vents allant du nord vers le sud du site. Ensuite, on continue à se rapprocher davantage par l'analyse du microclimat du site. Donc, on remarque qu'il y a une forêt qui borde justement le site sur sa partie nord et on retrouve le fleuve de l'Ar qui le borde au sud. Et entre ces deux surfaces perméables se situe en rose ici, au centre du plan, le bâtiment sur lequel j'ai fait le choix de travailler. Donc, de par son passé industriel, il est entouré d'asphalte. Et non seulement c'est une surface imperméable, mais c'est également un matériau avec un fort albédo, ce qui engendre un phénomène d'îlot de chaleur marqué au-dessus de la zone industrielle. Et donc, cette concentration de chaleur sur ces dessins et ceux qui vont suivre, elle est représentée en rose et les îlots de fraîcheur en bleu. Donc, on le voit ici, ces différences de matérialité du sol que je viens de vous montrer impliquent des différences de température considérables autour du bâtiment et engendrent par conséquent des mouvements d'air diurnes, comme on le voit à droite sur cette coupe avec les flèches pleines. Et la nuit, on observe un phénomène similaire à la brise de mer avec un mouvement d'air partant de la Terre en direction de là, comme on le voit avec les flèches en trétillé. Donc, en plus de ça, il est aussi important de relever que la forêt produit de l'air frais durant la nuit, ce qui fait aussi d'elle un excellent outil bioclimatique pour le rafraîchissement nocturne des bâtiments durant l'été. Ensuite, toujours en se rapprochant, on arrive sur le cœur du projet, qui est l'analyse des microclimats intérieurs du bâtiment. Donc, penser à un habitat de manière bioclimatique implique notamment d'être attentive à la course solaire et à l'évolution de la lumière directe au fil des saisons. Donc, pour ça, j'ai travaillé avec un logiciel qui m'a permis de cartographier la lumière naturelle diffuse moyenne au cours de l'année au sein des espaces, comme on le voit à droite en jaune. Et ensuite, basé sur ça, j'ai suivi le principe empirique qui dit lumière naturelle directe, dit aussi rayonnement solaire thermique. Et donc, avec ça, j'ai fait une cartographie du bâtiment où j'ai défini un gradient sensible des ambiances thermiques intérieures. Donc, on retrouve encore une fois les zones de fraîcheur en bleu et les zones de chaleur en rose. Donc, pour poursuivre, si on part du principe que l'avenir est à la réduction de l'exploitation des ressources, la manière la plus efficace de le faire ne serait-elle pas de les mutualiser? Donc, dans cette optique, le projet se base sur le principe de partage, qui est le premier principe de l'économie circulaire, et qui développe un programme de logement collectif au sein de cette ancienne usine. Donc, cette cartographie thermique, elle a servi à préfigurer l'emplacement des différentes fonctions communes du logement collectif, qui sont réparties selon leurs besoins de fraîcheur et de chaleur. Donc, durant la saison chaude, le projet propose d'avoir une vie qui se dilate à la recherche d'ombre et de fraîcheur. C'est pour ça que les espaces communs estivaux se placeront au nord, à l'abri de la lumière directe. Et en arrivant à la saison froide, ces espaces communs migrent au sud du bâtiment pour profiter du rayonnement solaire direct. Donc, si on regarde de plus près le plan du projet, on retrouve donc ces deux bandes d'espaces communs saisonniers, donc à droite avec le plan d'été et à gauche le plan d'hiver. On retrouve ces espaces communs au sud. Et ensuite, on a également à l'ouest une cuisine commune hivernale. Et ensuite, à l'été, elle migre vers l'est avec une cuisine commune estivale. Ensuite, entre ces communs saisonniers se placent des bandes d'espaces privés, ici, qui sont chacune bordées de part et d'autre d'un atrium et d'un patio. Donc l'atrium fait office d'espace tempéré et le patio assure l'approvisionnement en air frais pour ces espaces privés. Donc, à l'échelle du bâtiment, à chaque saison, ses principes thermiques et ses espaces communs. En plus d'analyser la répartition des ambiances thermiques intérieures, la méthodologie du projet consiste en l'analyse des attributs architecturaux qui sont propres au bâtiment afin de les exploiter au mieux. Donc, c'est en analysant la morphologie du bâtiment que j'ai intégré ce que j'ai appelé des exhausteurs de climat, c'est-à-dire des stratégies bioclimatiques qui permettent de modifier ou d'amplifier certains microclimats au sein du bâtiment. Donc, le programme s'articule au travers d'une palette d'ambiances thermiques qui sont déjà inhérentes au bâtiment ou alors, comme je l'ai dit, qui sont amplifiées au travers de diverses stratégies. Donc,
À nouveau, vous avez à gauche la partie des stratégies bioclimatiques pour l'hiver et à droite celle pour l'été. Donc, il y en a une certaine quantité, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais pour en sortir les grands principes, en hiver, les stratégies consistent surtout à capter, stocker et relâcher progressivement la chaleur dans les espaces. C'est le cas, par exemple, avec la grande galerie commune que l'on retrouve au sud, ici, au numéro 3. Elle fonctionne sur le même principe que celle des serres bioclimatiques, où l'espace est chauffé grâce au rayonnement solaire direct et qui, comme nous le savons, est plus bas en hiver et peut donc pénétrer plus profondément dans le bâtiment. Ensuite, on joue aussi sur les matériaux, où par exemple la dalle existante en béton, de par sa forte inertie, permet de stocker les calories accumulées durant la journée et de les relâcher progressivement lorsqu'il n'y a plus de soleil. Ensuite, en été, les stratégies principales se concentrent sur le fait de ventiler et de créer des courants d'air pour rafraîchir les espaces et les corps. Donc, un des éléments principaux, ce sont ces cheminées solaires vitrées qu'on retrouve ici, qui viennent rythmer le bâtiment. Et grâce à ces percées ponctuelles dans la dalle, elles permettent à la fois d'amener de la lumière naturelle dans ce bâtiment qui a quand même une certaine profondeur, mais aussi de venir ventiler les espaces par tirage thermique. Une des stratégies qui est propre aux attributs architecturaux du lieu est le fait de se réfugier lors des fortes chaleurs dans une longue galerie qui est semi-enterrée et bien ombragée. On retrouve ici au numéro 1. Elle servait autrefois de voie d'acheminement des matériaux pour fournir notamment l'ancienne chaufferie de l'usine qui était abritée dans cette tour qu'on voit ici. Et c'est justement en projetant à partir de la morphologie du bâtiment que cet élément vertical qu'on voit là a été transformé en une tour à vent pour capter les différents vents dominants de la région et les rediriger vers cette même galerie pour amplifier son microclimat de fraîcheur. Donc, dans l'ensemble, ce bâtiment est pensé comme une succession de microclimats où la migration interne, saisonnière ou journalière, devient partie intégrante des usages. Et ce projet intitulé Transhumance a donc pour but de raviver nos imaginaires thermiques ainsi qu'à se reconnecter à ce que Lisa Echang appelle le sens thermique. Donc, elle le décrit dans son livre comme étant un sens qui se trouve dans la prise de conscience des petits fragments d'information de notre environnement et qui est comme une présence thermique qui participe à notre propre vie. Et c'est justement avec ce sens thermique en tête que je souhaite terminer cette présentation avec 3 courts récits qui vous emmèneront dans ce bâtiment au fil des saisons. On commence avec la saison chaude. 10 juillet 2030. Cher journal, j'ai extrêmement bien dormi cette nuit. Après une succession de jours presque caniculaires, j'ai descendu mon lit de la mezzanine il y a de cela quelques semaines et grâce à ça, j'ai pu dormir bien au frais. Qu'est-ce que j'aime me lever le matin et sentir le sol en terre crue frais sous mes pieds nus. Étant donné que je me suis levée tôt, j'ai pu prendre mon petit déjeuner dans la galerie sud car il ne faisait pas encore trop chaud. Qu'est-ce que c'était agréable de sentir les rayons du soleil me caresser la peau doucement sur le visage. Après cela, j'en ai profité pour arroser les plantes dans la galerie et le patio. C'est fou, en traversant ces 2 espaces, on pouvait déjà sentir une bonne différence de température. J'ai donc demandé à mes voisines de m'aider à fermer les volets au sud pour essayer de garder un peu de fraîcheur dans la galerie, en m'assurant de bien ouvrir les battants inférieurs pour ventiler l'espace naturellement. L'après-midi était réellement caniculaire. J'ai donc passé bien au frais dans le café grotte, en sirotant un thé froid à la menthe bien rafraîchissant dans cette ancienne galerie. Je me suis mise vers le bassin d'eau, au pied de la tour avant, pour être à l'endroit le plus frais. Qu'est-ce que ça faisait du bien de sentir la brise arrivant de la tour me caresser la peau. J'ai fini ma journée en prenant une bonne douche dans le patio. C'est un de mes moments favoris. Me doucher entre les piles en béton de l'ancienne usine et de regarder le ciel derrière elle. Je pouvais encore sentir la fraîcheur du sous-sol s'échapper par les grilles en caillebotis sur le sol du patio. Qu'est-ce que ça faisait du bien par ces temps caniculaires. 14 octobre 2030. Cher journal. Ce matin, je me suis réveillée en ayant un peu froid. Je pense qu'il est temps de remonter mon lit sur la mezzanine et d'ajouter la couche d'hiver à mon duvet et mes rideaux. La voisine m'a dit qu'elle l'avait d'ailleurs déjà fait. J'ai aussi commencé à changer ma garde-robe d'été pour la troquer contre mes habits d'hiver. J'ai des cartons partout dans la chambre. Le moment du changement de saison est donc toujours rempli de rituels individuels et collectifs.
À chaque renouvellement de saison, une grande bourse aux objets est organisée dans un ou plusieurs des atriums du rez-de-chaussée. L'ensemble des habitants et habitantes en profitent d'ailleurs pour faire le tri dans leurs affaires durant le changement de garde-robe. Avec l'arrivée de la saison froide, ça rime toujours avec l'ajout de couches supplémentaires, que ce soit sur mon propre corps avec mon peignoir d'hiver tout doux, ou sur les sols en les recouvrant de tapis, ou encore en ajoutant une couche isolante à nos rideaux. Nous intervertissons aussi toutes et tous nos équipements de proximité saisonniers, comme on les appelle. Entre nous, mon préféré, c'est la chaise ventilée, qui se transforme en chaise haute avec l'ajout d'une couche isolante sur sa structure. Qu'est-ce que j'aime m'y installer avec un bon livre et une couverture sur mes jambes, m'y sens comme dans un cocon qui garde mon corps bien au chaud. J'avoue que les rituels de l'intersaison, c'est toute une effervescence. La vie évolue dans tous les recoins du bâtiment, et c'est paradoxalement le moment où on respire un peu plus du collectif. Toujours drôle d'ailleurs, car durant cette période, on se rend compte des différents niveaux de tolérance de chaque personne. Par exemple, certaines personnes ont encore assez chaud pour se baigner dans le bassin de la tour avant, alors que d'autres vont déjà activer les poêles du café hivernal. 21 décembre 2030. Cher journal, je me suis réveillée ce matin, bien au chaud dans mon lit à baldaquin. J'avoue que j'ai un peu de peine à sortir du lit. La bouillotte avec laquelle je dors l'hiver générait encore une douce chaleur sous mes draps. Mais il a fallu que je me lève. Et dès que je l'ai fait, j'ai directement enfilé sur mes pieds mes pantoufles, que j'aime d'ailleurs appeler mes semelles isolantes, et j'ai entouré mon corps de mon peignoir d'hiver pour bien garder mon corps au chaud. Je suis ensuite allée toquer à la porte d'une de mes voisines, car aujourd'hui c'est dimanche, et nous avions prévu de préparer un bon repas pour tout le monde. Et celui-ci devait mijoter longtemps sur le feu du piano de cuisson de la cuisine hivernale. Pendant que le repas mijotait, nous sommes allés regarder un film avec les voisins et voisines de notre atrium. J'y avais installé mon projecteur et chaque personne avait ramené sa chaise ou son pouf pour y installer un cinéma informel. Pour parfaire l'ambiance de cinéma, nous avons tiré les rideaux thermiques des baies vitrées, ce qui en même temps signalait aux personnes dans la galerie sud que l'atrium était occupé. Une fois installé, on était vraiment chaud à voir. Chacun et chacune avait sa petite couverture, son thé et sa bouillotte pour maintenir la température de son corps. Et tiens-toi bien, mon voisin de chambre avait même trop chaud rien qu'avec sa bouillotte. Le soir, après avoir toutes et tous bien mangé, nous nous sommes retrouvés dans le café poêle. C'est notre rituel hivernal. À la manière des veillées d'autrefois, on se retrouve autour de ces grandes tables entourées de rideaux et recouvertes d'une couverture. À la manière des kotetsu japonais, le bas de nos corps reste bien au chaud grâce à ces dispositifs et surtout grâce aux bancs chauffants reliés aux poêles de masse. Après cela, j'irai me doucher juste au-dessus, car les salles de bain hivernales devraient être bien chaudes maintenant qu'elle a chauffé toute la journée. Et c'est aussi un moment que je chéris particulièrement, me doucher entre les piles de ces anciens silos, éclairés par une lumière zénithale. Bon, cher journal, je suis en train d'écrire sur ta dernière page. On est donc fini pour les récits saisonniers de cette année. Je te laisse et à bientôt. Et quant à moi, plutôt que de finir cette présentation avec une conclusion qui traiterait des aspects techniques du confort ou de l'architecture, je préfère vous laisser avec ces imaginaires en tête. Mais par contre, je me permets de vous poser une question afin d'ouvrir les discussions. Et si, pour faire face à l'urgence écologique, nous sortions ensemble de notre zone de confort? Je vous remercie. Et moi, je vais me permettre de conclure cette conférence. Finalement, interroger le confort et la notion de déchet, c'est questionner nos habitudes et nos représentations face à l'environnement bâti. Les exemples explorés montrent que les vestiges industriels, loin d'être de simples témoins du passé, peuvent devenir des leviers pour repenser l'architecture dans une logique de sobriété et de circularité. En intégrant les contraintes climatiques et en valorisant des matériaux considérés comme obsolètes, ces approches expérimentales ouvrent des perspectives sur un habitat plus résilient, adapté aux défis écologiques contemporains. Elles nous invitent à dépasser la standardisation du confort et à envisager l'existant, non plus comme une contrainte, mais comme une ressource. Alors, à mon tour, je vous pose aussi une question. Sommes-nous prêts à redéfinir nos repères et à transformer ce que nous percevons comme des limites en de nouvelles opportunités architecturales? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Joanna et Nguyen. Alors, voilà, je me tourne donc vers Anne-Lise Lamary et Clément Gaillard pour vous proposer de prendre le relais, de prendre la parole et
réagir à ces deux présentations. On commence par Clément qui était là déjà peut-être de part un peu avant. Est-ce que Clément? Ben, non, bah, merci beaucoup pour ces présentations. On a envie d'applaudir, mais vu que c'est en visio, c'est moins convivial. En plus, c'était bien, ça faisait bien, c'était vraiment intéressant. Ben, non, bah, c'est des thématiques, je trouve passionnantes. Sur le premier projet, enfin, je voulais vous féliciter parce que c'est jamais facile de s'intégrer dans un système industriel comme ça, qui est toujours un petit peu opaque, etc. J'imagine qu'il y a eu des difficultés d'aller un peu enquêter sur quel est le destin un peu de ces voitures. On est aussi toujours dans un monde où on a pas mal de choses qui sont invisibles et ça en fait partie, donc c'est aussi intéressant. Et puis, il y a quand même un truc un petit peu difficile d'aller enfin, enquêter sur cet objet de la bagnole qui est quand même toujours un peu détesté, même si en fait on en dépend un peu tous, quoi, même si on aurait bien envie de s'en passer. Donc il y a aussi c'est un objet dont qu'on aimerait voir disparaître, mais qui va pas disparaître si tôt, malheureusement. Donc voilà, c'est bravo pour avoir étudié ce sujet-là. Et après, pour la deuxième présentation de Luana sur ces questions climatiques, ben, ça interroge pas mal de choses. Ça interroge aussi, moi, je trouve, un des trucs les plus importants, c'est comment est-ce qu'on définit la fonctionnalité d'une pièce. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, même quand on achète un logement, quand on le loue, ben, on a trois pièces, une pièce égale grosso modo une fonction. Et c'est vrai que ce travail-là remet en question justement cette idée qu'on a des fonctionnalités rigides pour chacune des pièces. Et ça, ça change complètement l'idée même de rénovation. En fait, on se pose la question, bah, est-ce qu'on rénove de la bonne manière en conservant cette fonctionnalité des pièces? Et, et plus généralement, ça pose aussi bah, la question d'un autre rapport. J'ai bien aimé le fait que tu t'évoques plutôt un espèce de journal intime parce que c'est important aussi de se dire que euh, il y a des paramètres de confort thermique qui sont définis par des variables, la température, l'humidité, etc. Mais on n'est pas que des machines thermiques, on est aussi des machines un peu sensibles et c'est important d'intégrer cette question de la sensibilité à ces enjeux-là, climatiques, thermiques, etc. Voilà, on pourra en discuter éventuellement parce que c'est un gros sujet. Mais voilà, merci beaucoup pour ces présentations. Euh, Bah, du coup, déjà, merci pour votre retour. À vrai dire, en fait, c'était assez compliqué d'avoir des informations parce que tout ce qui est déchets, enfin tout ce qui est. Si on prend par exemple le, le schéma de la poubelle, par exemple, lorsqu'on jette quelque chose, on a l'impression qu'une fois que c'est dans la poubelle, c'est éradiqué et ça n'existe plus. Mais en fait, c'est dans la continuité finalement du domicile et de notre propriété. Une fois qu'on jette quelque chose, lorsque ça se réunit dans une décharge ou dans une décharge à ciel ouvert ou enterré, peu importe où ça se trouve, bah, finalement, c'est aussi de notre responsabilité et on en oublierait même que ça existe. Et ce silence, on va dire, il a été volontaire, surtout dans notre société, parce que on ne veut pas que nos déchets soient chez nous. On ne veut pas les avoir près de nous. Nos villes doivent être propres, nos villes doivent être différentes, accueillantes, ouvertes au monde, touristiques, pour les différents événements, etc. Et je pense que ce qui est intéressant et ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est cette transparence par rapport aux déchets. C'est-à-dire que le véhicule, la voiture, on ne peut pas s'en passer. Et comme vous l'avez très bien dit, quoi qu'il arrive, c'est le moyen de transport premier en France, en Europe et je dirais même dans le monde. Et on ne pourra jamais s'en passer. Et en fait, l'idée aussi de savoir ce que deviendra notre voiture peut aussi être une valeur ajoutée en disant, voilà, ma voiture, c'est devenu ma maison. Pourquoi pas? Enfin, ma voiture, c'est devenu la maison et fait partie d'un bâtiment collectif que Louana s'est occupé de l'aménagement etc. Enfin, en fait, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ce qui est vraiment difficile et dommage, c'est que les informations soient tenues sous secret et presque sous silence, quoi. Mais bon, une fois qu'on se lance et qu'on vient et qu'on lâche pas le morceau, qu'on vient constamment sonner, venir à vélo et dire ouais, salut les gars, je suis étudiant en architecture, je pose deux trois questions et après je m'en vais. Enfin,
C'est tout. Et c'est ça que j'aimerais vraiment approfondir, c'est avoir des valeurs précises pour dire voilà ce qu'il faut faire, tac, 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 et on a notre matériau et c'est terminé. Ça, c'est dans un temps un peu plus loin, quoi. Je me permets de prendre le relais, et peut-être que Clément pourrait aussi participer à cette discussion. Et j'ai deux questions, une pour Guillaume et l'autre pour Loana, sur l'éventail des possibilités envisagées par la transformation de la voiture. Tu as parlé de compression, tu as beaucoup insisté sur l'hypothèse de la compression du bloc, la création de blocs. Est-ce que parmi tes hypothèses de départ, la question n'était pas posée aussi sur l'élancement, c'est-à-dire la création d'encore plus fine coque, euh, mais structurellement plus efficace, par le pliage par exemple, par le fait qu'on peut faire des accordéons, parce que finalement, ce qui compte, c'est de couvrir le maximum possible de surface avec le minimum possible de matériaux. Enfin, disons l'optimisation ou la maximisation de la possibilité du métal qui est quand même de cet acier. Les aciers de voiture sont en général de très bons aciers, probablement les meilleurs qu'on peut faire. Est-ce que tu as pensé à cette question? En fait, là, je me suis vraiment centré sur la compression parce que c'est ce que j'ai comme piste que j'ai vraiment approfondi pendant mon diplôme, mais j'ai poursuivi encore là cette année et les autres années et les années qui arrivent aussi. En fait, il y a plein de possibilités et j'ai pas parlé de la mise en plaque, mais par exemple quand on peut assembler plusieurs véhicules pour faire une surface et après ça devient de l'ordre du détail d'architecture, de l'assemblage entre les éléments. Et en fait, vraiment, je me gratte la tête sur toutes les possibilités parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, moi, je me suis intéressé à une Clio, qui est une citadine, mais lorsque maintenant on réfléchit dans la vision du truc, lorsqu'on prend une berline, il y a plus de matière, plus de surface, donc on pourrait les utiliser pour couvrir, par exemple. Lorsqu'on prend une citadine, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus dense, donc on pourrait parler de blocs. Et en fait, dans ce sens-là, on pourrait même aller dans les camions. Enfin, en fait, c'est, 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 c'est lunaire. Il y a des cimetières entiers d'avions qui sont en attente de devenir autre chose. Et en fait, il y a tellement de possibilités. Là, une fois qu'on a pris ces déchets-là dans un monde, genre vraiment, on les a pris comme ils sont et qu'on a imaginé, enfin, quand j'ai dessiné tous les processus, les vecteurs, etc., en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a trop de choses à faire. Par exemple, même si une fois il y a aussi les traitements en surface, en sous-face, des couvertures légères. Quand, par exemple, si la voiture elle est comme ça et on la coupe et on les assemble, ça fait une surface pour un gymnase. Mais imaginez juste un gymnase où la toiture elle est juste faite en voiture. Ça peut être de la folie. On peut créer un langage mais total. Et c'est ça en fait que je soutiens. Et je pense que je vais vraiment pousser le truc à son maximum. Super. Alors justement, oui. Alors du coup, merci Juliane Alors je vais peut-être être la première à faire un élément un peu questionnant un peu ton parti. Du coup, peut-être je vais d'abord commencer par ton travail, Julia, mais après je dirai tout le bien aussi que je pense du travail de Luana. Moi, c'est justement, alors, je trouve que l'idée que tu as eue d'aller analyser un futur déchet industriel, que sont les carcasses de voitures, est évidemment très pertinente et assez maligne en réalité, parce qu'on est aussi dans des matériaux rares qui vont devenir de plus en plus rares et sur lesquels il y a une pression sur les ressources qui est forte et qui sont des matériaux coûteux dont on ne dispose pas en France. Et donc, en réalité, je trouve que l'idée de mettre en évidence l'impact environnemental du recyclage versus la compression, c'est intéressant, mais je reste un peu sur ma faim dans on a un peu le sentiment que tu as un petit peu focalisé sur cet aspect de compression qui est pas inintéressant en soi, hein, qui a déjà effectivement une vertu qui est de réduire l'impact environnemental du traitement et de reprendre un vocabulaire plastique qui est intéressant. Mais moi, j'aurais eu envie de te faire travailler et d'aller beaucoup plus loin sur l'analyse en fait de l'existant, un peu ce qu'on fait voilà, quand on est dans une démarche de réemploi bâtimentaire ou d'aller plus loin dans l'analyse des caractéristiques physiques de chacun des composants de la voiture et de les questionner en termes d'usage futur. Je m'explique.
on sait que parce que du coup, on arrive quasiment potentiellement même à un non-sens. C'est-à-dire que tu vas fabriquer des éléments que tu envisages comme même potentiellement structurels. On voit dans tes images que tu vas essayer voilà, cette compression donc de tôle d'aluminium, parce que l'aluminium est un métaux qui n'a absolument aucune résistance mécanique, à la différence de l'acier, qui, elle, est structurante et donc potentiellement très pertinente à réutiliser, même de manière structurelle. Et c'est pour ça qu'on reste, enfin, en tout cas, je reste un tout petit peu sur ma faim, parce qu'on a le sentiment que, en réalité, tu pourrais aller beaucoup plus loin en ne transformant pas du tout les matériaux initiaux, c'est-à-dire le verre qui est inclus dans l'automobile. Je veux dire, c'est pas historiquement l'aéronautique a énormément inspiré la production de l'innovation dans le bâtiment, et c'est d'ailleurs les premières innovations, elles naissent dans l'aéronautique et dans l'industrie de l'automobile parce qu'il y a plus d'argent aussi. Et donc, cette source-là, tu as eu l'intuition d'aller la chercher, et je pense, assez bien vu. Mais en revanche, ce serait quand même assez intéressant d'essayer d'explorer. Tu en as un petit peu parlé à la fin, donc, et c'est ce que tu abordes là encore, mais donc on voit que tu as eu l'idée, mais quel est l'ensemble des usages que tu pourrais aborder en ne transformant pas du tout tes matériaux, ou en les transformant à la marge, nettoyant, voilà, avec vraiment de pousser la logique de sobriété qui est de dire dans le réemploi, je vais faire le minimum d'actions énergivores et de reconditionnement pour utiliser un maximum de potentiel de ma matière telle qu'elle est aujourd'hui existante et mise en œuvre, sans avoir à la transformer. Et au-delà de ça, d'essayer de le rapprocher d'usage du bâtiment. Par exemple, mon enveloppe, ma carcasse, c'est une chose, mais mon enveloppe aluminium, on peut tout à fait s'imaginer qu'on peut refabriquer des éléments de vêture avec. Ma carcasse de ma voiture, elle pourrait éventuellement fabriquer des éléments structurels avec. Mon vitrage, ça peut devenir des fenêtres. Enfin, peu importe, mais voilà, il y a déjà, je trouve, une architecture de la voiture qui pourrait être inspirante pour l'architecture. Donc ça, c'était un premier sujet, et à mon avis, enfin, en explorant ça, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Ce qui n'exclut pas le fait de dire la compression, elle a une valeur esthétique. Je peux développer un certain nombre de process pour produire tel ou tel élément en compression, et peut-être que ça va être justement les éléments qu'on n'arrive pas très bien à valoriser intrinsèquement. Mais voilà, je dirais peut-être de pousser, d'aller plus loin, ce que tu proposais par rapport au tissu, par rapport au plastique, par rapport. En fait, il y a presque une architecture automobile à développer, et ça, je trouve que c'est quand même un potentiel assez fort. Vous pouvez continuer pour Luana, comme ça vous faites le Oui, tour c'est de... ça. J'allais passer du coup alors, moi, je trouve que vraiment le travail de Loana est très fin, très subtil dans l'approche qui est proposée. Effectivement, le fait de proposer une temporalité dans l'usage des locaux qui serait déclinée en version été, version hiver, c'est vraiment hyper intéressant, et je pense que c'est assez bien vu, et c'est assez peu vu. En tout cas, moi, je n'avais jamais forcément pensé à ça. Mais je trouve qu'il y a aussi une très forte vertu et un caractère assez innovant dans ce travail qui vient dans la forme du récit et la manière je dirais, de raconter un espace à travers une expérience sensible positive. Et que finalement, le fait d'emmener les gens dans une histoire où on voit tout de suite, de manière assez, je dirais, précise, la manière dont on peut vivre un espace, elle est finalement beaucoup plus riche que d'aller effectivement montrer des détails, des plans, des coupes. Et la réinterprétation que tu proposes des archétypes de l'architecture bioclimatique, que sont la tour avant, je sais pas, il y avait un mur-tronc, enfin des éléments qui sont assez connus, paraît aussi bien décliné, en tout cas, enfin, c'est assez subtil pour pouvoir réinterpréter un bâtiment donné.
Donc cet aspect-là, je trouve il est vraiment intéressant en soi pour communiquer un projet d'architecture. Est-ce que vous avez des réactions? Oui, Lana ou Johanna, par exemple. Ouais, ça liait aussi sur ce que Clément Gaillard disait, qui était justement cette question des usages. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand j'ai commencé à m'intéresser au confort, parce que c'est vrai que bah, c'est quand même enfin, rien qu'en disant, si on choisit la température de nos espaces hein, pour rester dans le confort, est-ce que c'est 21 degrés, est-ce que c'est 18, est-ce que c'est 19, enfin, ou est-ce que c'est plus? Ça, c'était déjà des chiffres très précis qui influencent énormément notre expérience. Et c'est vrai que quand on l'apprend dans les cours en architecture, on commence par nous dire que le confort est subjectif. Puis ensuite, on part sur des généralités où on est là, bon, bah alors voilà, c'est telle et telle température qu'il faut avoir, telle et telle stratégie, etc. Puis on se détache justement cette relation bah, à l'expérience humaine. Et bien sûr, cette première phase, enfin, ce confort commensurable est super important, hein. Mais je trouve qu'il y a cette dimension d'expérience sensible qui est complémentaire et enfin, qui n'est pas à négliger et qui doit être prise justement. Et ces récits, bah, justement, ces usages d'été-hiver des locaux, je l'ai lu au travers aussi d'articles que Clément Gaillard écrivait ou d'autres architectes qui commençaient à explorer. Mais il y avait aussi cette question de oui, on a cette double utilisation des locaux, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive aux locaux qui ne sont pas utilisés la moitié de l'année? Alors là, ce que je proposais, c'était que quand on migrait avec ces communs saisonniers, bah, l'autre commun devenait les espaces de circulation. Je n'ai pas tant explicité, mais c'était de dire, bah voilà, on circule aussi différemment. Et le fait, en fait, que ce soit une usine qui est réhabilitée, donc justement avec ces grandes dimensions, au final, les interventions sont très enfin, légère. On vient percer la dalle, on vient juste changer la façade au final et isoler par moment, mais sur un principe de boîte dans la boîte. Donc ce serait de se dire, bah, par cette intervention sur l'existant plus légère que ce qu'on aurait l'habitude, bah, on peut se permettre en fait de venir avoir peut-être des espaces, oui, qui sont pas utilisés une certaine partie de l'année, ou du moins moins, et bah, venir réinventer différemment ces usages. Et aussi, ben, quand je regardais, enfin, quand je m'intéressais au confort et justement au livre que j'ai cité avec le sens thermique de Lisa Echong, qui s'appelle Architecture et volupté thermique, elle disait que dans les récits de l'architecture, enfin sur l'architecture et les projets, il manquait souvent bah, des récits sur ce que c'est d'y vivre. On parlait de comment c'est construit, des attributs architecturaux, voilà, de la qualité esthétique aussi, mais à part des récits de poètes ou de voyageurs, on n'avait pas grand-chose sur ce que ça voulait dire de vivre dans ces espaces. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire avec ces récits thermiques. Ouais, très réussi. Clément Gaillard, vous avez un retour? Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment sur la question justement de la place de ce matériau de l'acier des voitures. Julien, je voulais te parler, en fait, il y a moyen de réconcilier vos projets entre Louana et Julien sur en fait, je voulais vous parler d'expérimentations qui ont été menées par les hippies américains dans une ville qui s'appelle Drop City dans les années 60. On est autour des années 1965. Et à cette époque-là, en fait, il y avait énormément de carcasses de voitures. On est vraiment dans des déserts, dans le Colorado, quoi. Et ils ont récupéré ces carcasses de voitures comment ils ont découpé, en fait, simplement pour dessiner les premiers des dômes géodésiques implantés au milieu du désert. Et donc, ça a été fait essentiellement à partir de restes de voitures. Et ces dômes-là n'avaient pas de chauffage, bien sûr. Donc, les premières recherches vraiment très expérimentales sur le chauffage solaire se sont menées en partie là-bas. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont utilisé justement des pare-brises de voitures pour fabriquer des cheminées solaires. Donc, Ouais. vous voyez ici un exemple pour chauffer le dôme géodésique lui-même en acier de bagnole, ici, là-haut. Et donc voilà, c'était aussi pour dire on pouvait concilier des recherches avec ce matériau, ces matériaux de la voiture et ces questions de chauffage solaire passif. Et pour vous donner juste le schéma de principe, mais en gros, l'idée, c'est d'aller chauffer comme ça, par effet de serre, une masse d'air qui va venir réchauffer un lit de galet. Et ce lit de galet va être placé sous la construction pour faire un peu comme un chauffage au sol, quoi, grosso modo. C'était pour vous partager ce petit truc. Et effectivement, en fait, sur ce sujet de la voiture, je pense, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est comment faire le maximum d'effet avec le minimum de moyens, quoi.
Et c'est vrai que du coup, on se dit, bah tiens, finalement, si on se dit que la compression, c'est peut-être une solution secondaire, bah, comment est-ce qu'on fait simplement avec peut-être du découpage, avec des gabarits, peut-être un système de calpinage à imaginer. Un peu comme à une époque, je sais que le Centre Pompidou avait lancé un appel d'offres pour, en gros, comment est-ce qu'on recycle toute la carcasse en verre de la. Enfin, je sais même pas si c'est du verre ou du polycarbonate, je sais pas, de l'escalator extérieur. Donc, il fallait imaginer un calpinage avec ces espèces des éléments transparents, cintrés, etc. Donc, voilà, c'est plus une invitation à poursuivre le sujet. Et Louana, en fait, il y a un sujet, je trouve, qui est important quand on questionne, du coup, presque cette place de la thermique. T'as pas choisi tes dates au hasard, hein, le 21 décembre, etc. Ça pose aussi une question, moi, je trouve, plus globale, qui est de, finalement, quelle est la place des fêtes, des fêtes, en fait, des moments conviviaux qu'on partage ensemble. Euh, Noël, la date de Noël n'a pas été choisie au hasard, hein. Ça a été choisi à une époque où il fallait faire en sorte que les païens qui célébraient le solstice d'hiver, donc en fait le 21 décembre, puissent s'identifier à ce nouveau culte qu'on appelait le catholicisme. Et donc on a essayé de caler ça autour du 21 décembre, donc on a pris le 25. Et il y a tout un truc aussi de se dire que, enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est d'aller voir comment en regardant des fêtes traditionnelles qui pouvaient exister, elles sont reliées à des grands moments dans l'année, le solstice d'hiver, enfin plein de périodes comme ça qui sont liées aussi aux travaux agricoles. Et je trouve qu'il y a pour prolonger ces questions de thermique, il faut du coup arriver presque à réinterroger comment on se repère dans le temps et dans ce temps cyclique en fait de l'année à travers des fêtes, des rituels, j'en sais rien, de manière très 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 large quoi. C'est très intéressant. En effet, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir de Guillaume ou de Loana sur ces questions, ces remarques, à la fois historiques et anthropologiques. De cette question de la place des fêtes, c'est vrai que j'avais pas pensé au lien justement avec Noël, etc. et des 21, du 21 décembre. Mais je m'étais fait la réflexion de bah, cette globalisation un peu du confort, cette standardisation du confort et un peu ce détachement de notre environnement avec toutes les installations techniques qu'on a. Ben, on avait aussi ce détachement et cette perte de rituel aussi, bah, comme je l'ai essayé de le dire dans ces récits où il y avait à l'époque ces veillées où on venait se rassembler et partager la chaleur. C'était aussi des moments très conviviaux. Alors certes, c'était pas une date, mais ça restait dans les usages des personnes qui se sont perdues. Et je pense que il y a aussi, ben, ces fêtes-là, elles sont restées avec ces grands jours. Mais on a aussi perdu pas mal de moments qui étaient bah, des petits moments de fête, les moments où on partage cette chaleur ou les moments où en fait on peut partir seul dehors parce qu'il fait beau, il fait chaud. Enfin, c'est devenu un peu commun et on s'est un peu habitué à tout ça. Et je trouve que bah, c'est beau de se remettre en question et de voir un peu aussi tout ce qu'il y a à gagner en pensant différemment. Et sur ça, juste quelques exemples. Bon, je suis pas un très grand fan de Le Corbusier, mais Le Corbusier avait essayé de thématiser ce truc-là quand Chandigarh, il parlait d'imaginer des fêtes du soleil notamment. Et des disciples de Le Corbusier, par exemple, ceux qu'on Jean Balladur, l'architecte de la Grande Motte, a dessiné notamment sur la Grande Motte. Donc c'est vraiment une ville qui s'était conçue pour le tourisme. Et donc le début de la saison touristique, il avait fixé au 21 juin justement. Et il a dessiné une passerelle qui s'appelle la passerelle Saint-Jean, dans lequel il y a c'est une espèce de grande passerelle avec un voile de béton en hauteur, comme ça, qui est percé d'un cercle. Et en fait, ce cercle, au 21 juin, va marquer un rond parfait au sol à midi. Et il y avait donc l'idée qu'il fallait créer une fête au début de la saison estivale, le 21 juin. Donc, tu retrouves aussi ça chez des modernes, tu vois, dans les années 60, 70, etc. Et je trouve ça assez marrant de se dire, bah tiens, il y a une question un peu cosmologique, quoi, liée à la forme de l'architecture, etc. Donc voilà, c'est un peu des trucs un peu perchés, mais je pense qu'ils sont importantes. Non, c'est pas perché du tout, Clément. C'est des choses très intéressantes que, et je vous rappelle un livre très important qui, à mon avis, préconise un peu toutes ces questions que Luana et Guillaume se posent, et puis aussi Clément et Alice, c'est Fire and Memory de Luis Fernandez Gallano, des années, effectivement, c'est un livre très important qui met en rapport justement le feu et les dispositifs du feu et de la thermique dans l'architecture. Un livre qui est vraiment, qui est resté historique, en fait, séminal, comme on dit en anglais, dans ces questions. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part du public qui nous suit fidèlement, quand même, jusqu'à cette heure tardive. J'ai aussi une remarque à Luana.
Et à la fin, une question et remarque. Et effectivement, je suis d'accord avec Anneli sur le fait que tu as effectivement pris toute cette sorte de vocabulaire, enfin, de typologie, de prototypologie d'architecture, le patio, l'atrium. Je me posais d'ailleurs la différence, quelle est la différence entre patio et atrium dans ta coupe. Moi, j'ai vu après la coupe, j'ai compris. C'est parce que théoriquement, c'est à peu près la même chose au fait de l'histoire de l'architecture, mais tu l'as un peu diversifié. Mais j'ai remarqué que tu parles toujours de l'intérieur du bâtiment. Le déplacement de ton déplacement, les récits du déplacement, c'est toujours à l'intérieur du bâtiment, en fait, à l'intérieur de son périmètre extérieur. Et Mhm. je me pose la question que c'est peut-être une approche très de gens qui vivent toujours à l'intérieur du bâtiment, mais moi qui viens un peu d'un pays un peu plus du sud, et le bâtiment en fait définit un nuage, enfin une zone qui est à la fois extérieure et intérieure. On peut imaginer donc une partie de déplacement dont tu parles, donc une partie de la recherche de nouveaux types de confort se passe aussi à l'extérieur du bâtiment, donc contre le mur, un peu plus loin. Le bâtiment n'est pas que enfin, son intérieur, mais c'est justement un système qui correspond aussi qui communique aussi avec les espaces extérieurs et qui fait pour le coup que les bâtiments entre eux communiquent. Ouais, et ce qui se passe un peu dans un souk marocain, c'est que tous ces bateaux, il y a une espèce de continuité et de confort qui est recherché d'un bâtiment à l'autre, d'un patio à l'autre, d'une rue à l'autre, etc., etc. Donc, et ça crée aussi effectivement une communauté de personnes qui, voilà, qui se développent, qui se déploient euh, d'un mur à l'autre, qui soit appuyés contre le mur pour parler entre le soir, les grandes-mères, etc., les enfants, etc., etc. Et donc, ça peut construire. Et je pense que si on va plus loin dans cette logique de recherche de confort, de nouveau confort, on peut reconstruire l'idée de la communauté, en fait. Et comme avec Guillaume, on reconstruit l'idée de la collaboration à travers les constructions, enfin, de collaboration technique, hein, la contribution communautaire à travers sa voiture. Hein. Enfin, au lieu d'avoir une mobilité, donc une mobilité en Suisse de voitures qui bougent, on peut avoir une mobilité, une nouvelle type de mobilité, de contribution, donc de matériaux, d'accord? Dans des banques de matériaux. Et ça peut recréer effectivement des nouvelles histoires communautaires, humaines, de solidarité et de partage, etc., etc. Mais on peut aller assez loin dans c'est très, 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 très intéressant pour des approches. Moi, je me réjouis de voir ces travaux présentés ici dans le cadre de Transition Seeds. Je ne sais pas, Anne-Lise ou Clément, si vous avez une dernière remarque ou Oui, alors plutôt. effectivement, moi, enfin, je rebondis un peu sur la thématique que vous avez abordée. Alors effectivement, bon, on est en Suisse, donc on vit aussi moins qu'au Maroc ou dans les pays du Sud à l'extérieur, donc ça peut aussi Ouais, expliquer l'orientation qu'a pris Loana. Mais je suis assez d'accord sur le fait que, en revanche, un peu paradoxalement, parce que pourtant le site, et vous avez fait tout un travail de mésoclimat, enfin d'analyse du mésoclimat, etc. Et alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas forcément eu toutes les informations ou j'ai pas vraiment tout bien saisi, mais je trouve juste j'ai un tout petit regret qui est que on n'a pas le sentiment que la présence du fleuve, en tout cas de cet élément naturel qui est l'eau, soit vraiment intégrée ou en tout cas mis à profit dans la stratégie de confort bioclimatique des lieux. Et là, il y a presque un peu quand même un peu, pas un contresens, mais effectivement quelque chose qui aurait pu peut-être être un peu plus développé. Le vent est utilisé dans la tour avant, voilà, mais les autres éléments du site qui sont des éléments forts, puisqu'on est quand même sur une usine en face de l'eau, alors que vous réinterprétez et que vous faites appel aussi à un certain nombre une autre donnée qu'on n'a pas abordée, mais qui est la donnée culturelle, c'est-à-dire que le vocabulaire et les outils de l'architecture japonaise en particulier sont assez intelligemment retranscrits et utilisés pour faire des propositions dans le projet. Et du coup, voilà, puiser dans la culture dans d'autres cultures pour trouver une mise en musique des espaces est vraiment assez aussi des pistes assez riches. Voilà, il y a juste ce petit point où on reste un petit peu sur notre faim.
Il y avait juste tellement de... Enfin, pour la présentation, j'ai pas mal raccourci tout ce qu'il y a. Mais en soi, le fleuve est utilisé bah, déjà avec sa proximité, juste parce qu'il crée un microclimat de fraîcheur autour. Mais l'idée, c'était que l'hiver, on venait dans ce café poêle que j'ai appelé là, venir par réseau d'eau, chauffer l'eau avec ses poêles et puis le rediriger pour avoir une sorte de chauffage radiatif avec l'eau l'hiver. Et ensuite, l'été, en fait, il y avait encore un étage dans la coupe où il y a une sorte de bassin qui devient une piscine publique avec phytoépuration, un peu à la manière des bains à Bâle, d'Erxog et de Meuron, où on vient justement traiter cette eau et justement bah, l'espace ne reste pas au sein du bâtiment, mais vient aussi s'ouvrir bah, à son contexte. Enfin, ce site, il est tellement riche et il y avait tellement de choses que je voulais y faire. Et donc c'est ça. Et puis les orientations aussi des ouvertures pour ventiler naturellement, bah, c'est s'assurer qu'il y a cet air frais aussi qui vient du fleuve, qui rentre et qui est traversé, qui est tiré par la cheminée thermique. Donc le fleuve a quand même une grosse importance. Après, c'est vrai que ben, j'en ai pas tant parlé et je comprends enfin, ce sentiment de rester sur la fin. Mais ça reste C'est une plus un composante. problème de représentation, peut-être, hein. C'est là Ouais, où je bah, pense j'avais aimé que que. dans ma coupe, on le Non, voit, mais non, c'est mais vrai que c'est pas un une critique exemple. en soi. Non, non, je comprends, je comprends. Non, je dis, mais c'est pas un moment que j'ai mis plus en avant et limite, moi, je reste sur ma faim parce que j'aurais voulu plus développer cette relation aussi, Panos, comme tu disais, à tous ces environs parce que là, j'ai dit que bah, l'été, il y a justement cette vie qui se dilate à la recherche d'ombre et de fraîcheur et bah, pour moi, cette vie, elle se dilate au-delà du bâtiment, bien sûr. Alors, il y avait ce premier pas où on vient dans cette galerie, mais c'est sûr que bah, je pense qu'il y a un deuxième projet à faire où on vient Ouais. prendre justement Ça, c'est un projet de vie, en Oui, ou fait. ouais, simplement une une échelle plus analyse. urbaine où il y a et qu'il y a plein de relations à faire avec le fleuve et tous les espaces publics qui se trouvent autour parce que bah, on le voit avec l'analyse du microclimat que je faisais. Bah, pour l'instant, toutes ces surfaces, c'est imperméable de partout, c'est de l'asphalte. Donc, il y a aussi tout un travail à faire là pour venir créer des microclimats extérieurs également. Ouais. Et l'analyse des vents, je pense aussi, est assez. Enfin, même si enfin, c'est déjà très très bien, très très abouti, mais peut-être qu'il y a un état d'après qui serait du coup une analyse fine des mouvements aéroliques qui pourrait être un vrai moteur de design dans l'ensemble. Mais voilà, on sent qu'il y a eu que l'idée est initiée en tout cas et ça, ce serait à développer. Tout à fait. Voilà, avec cette très bonne parole d'Anne-Lise, nous proposons de clore cette séance. Nous remercions évidemment Luana et Guillaume pour avoir préparé cette présentation. Et merci également à Clément Gaillard et Anne-Lise Marie pour avoir pris le temps et d'étudier, d'être avec nous ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir rejoint cette troisième session. Bonne soirée et à très bientôt. Merci. Merci. Bonne Merci soirée, au beaucoup. revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.